Super. Tout le monde voit notre nouvelle collaboratrice, c'est bon. Donc mes followers, n'hésitez pas, followers cœur ouvert, de tapoter, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager. Je n'ai pas remplacé votre animatrice habituelle, hein. C'est juste que je voulais moi-même faire la présentation de cette nouvelle collaboratrice qui est remplie de beaucoup d'amour, de maman, beaucoup d'amour d'épouse, beaucoup d'amour de professionnalisme. Et justement, je voulais vraiment avoir ce plaisir moi-même d'inaugurer, on va dire ça comme ça, son entrée. C'est très gentil et c'est un plaisir partagé. Aïe, un plaisir partagé. Aïe, elle a dit c'est partagé. Mais elle va nous apporter beaucoup, surtout dans la santé, parce qu'elle est vraiment calée dans la santé enfant. Ouais. Donc, en fait, en tant que médecin dentiste, donc je suis un médecin dentiste multidisciplinaire. Donc, j'ai traité les adultes, les enfants et toutes sortes de cas. Et du coup, j'ai une expérience, surtout avec les enfants. Donc, j'arrive à les calmer, à les cerner. Donc, je peux aider beaucoup les mamans sur ce point. Donc, voilà, j'ai pas fait de psychologie. Les papas aussi. Quoi? Tu peux aider les papas aussi, quand même, non? Les papas, bien sûr. Ah, super. Et je peux aider les parents, mais généralement, c'est les mamans qui passent trop de temps avec les enfants, surtout à partir d'un âge petit. Et du coup, c'est les mamans qui sont plus responsables de ça. Et je pense que je vais les aider sur le point d'être vraiment des amis à nos enfants. C'est ce que je fais avec mon fils. Donc, je lui ai appris à ne pas avoir de sujet tabou, de parler de tout, d'éviter de mentir. Tout ça pour vraiment avoir un œil interne et externe sur lui. Et du coup, ça, c'est très important. C'est un point très très fort. C'est ce qui m'a rendu vraiment une maman assez confiante. Et c'est ce qui m'a aidé à lui donner trop de confiance en lui. Et du coup, je veux vraiment partager ces conseils. Ton expérience et les conseils de maman. C'est super gentil. Et il faut dire que c'est toi qui as pensé aux enfants. C'est toi qui as pensé également aux parents. Donc, tu vas développer ça tout à l'heure avec ta collègue médecine, donc entre femmes, parce que le plateau normalement est entre femmes aujourd'hui. Moi, j'ai fait ma part d'homme, c'est de te présenter. Je pense que l'honneur a été fait. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je vais laisser ma place à celle qu'on a l'habitude de voir. Hein. La plus belle. Non, le plus beau, c'est moi. Ah non, je parle des femmes là. Ah, ça, d'accord, excuse-moi, c'est un plateau. Quand on parle des femmes, on ne peut pas parler des hommes. Ah, d'accord. Ben, comme c'est un plateau de femmes, je vais laisser ma place à Nersane pour que vous puissiez débattre, discuter. Bonjour, les followers sur TikTok. Bonjour, bonjour. Bonjour, Saucen. Bonjour, Vincent. Comment tu vas? Très très bien. C'est un honneur. Comme Samuel a bien pu le dire, il t'a présenté. Donc Saucen sera dorénavant avec nous. Et ce que vous devez savoir, c'est que Saucen va se présenter concrètement, savoir ce qu'elle fait dans la vie et tout, quelles sont ses qualifications. Et nous sommes aujourd'hui en live spécial. Donc c'est le live Allô Rentrée. Allô Rentrée, c'est aujourd'hui, tout en sachant que la rentrée c'est faite pour nos enfants, la rentrée se fait également pour les parents. Et oui, c'est compliqué hein, de pouvoir repartir dans le chaud, dans le vif. Hein. Donc, on va développer ce sujet aujourd'hui. C'est vraiment plus pour toucher les parents et les enfants surtout. Ouais. Va beaucoup toucher le domaine de l'intégration. Exactement, en fait, l'intégration c'est très important. C'est ce qui va aider les enfants à bien démarrer la rentrée et à aider en fait les parents à être tranquilles. Le fait d'une maman qu'elle soit tranquille, que son fils il est bien intégré, il est bien, il est à l'aise, il n'est pas agité, il n'est pas perturbé. Donc là, en tant que maman, quand je suis bien, ça veut dire que mon fils il est bien. Effectivement. Donc c'est comme un réflexe. Quand il est malade, je suis malade. Quand il est bien, je suis bien. Donc c'est impressionnant. Des fois, je me dis que j'en fais trop, mais c'est ça. En fait, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Exactement. En fait, c'est pour le bien. C'est pour le bien des enfants, c'est pour le bien
vigilant, il faut être gentil et correct à la fois. Il faut faire l'équilibre. C'est ça le plus important, il faut faire l'équilibre. Il ne faut pas être trop gentil, il ne faut pas tout tolérer, il faut faire des limites. Je te donne confiance, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Si tu veux avoir un cadeau, tu dois avoir une bonne note aussi. Ramène-moi des notes et tu auras ton cadeau. Sous condition. Le challenge, c'est très important. En fait, j'étais éduquée de la même façon. Mon père, il était comme ça avec moi. Si tu arrives à passer, par exemple, à cette classe avec une telle moyenne, tu auras ce cadeau. Donc, j'ai publié la même éducation avec mon fils. Ça marche parfaitement. Ça a marché parfaitement. Ouais. Et justement, tu vois, tout ce que tu nous dis là, c'est des points sur lesquels nous allons travailler. Ok. C'est des points sur lesquels je pense que beaucoup de parents se posent des questions. Il y a beaucoup d'enfants qui sont assez difficiles, non pas parce qu'ils sont mal éduqués. On ne parle pas spécialement de la mauvaise éducation, c'est plutôt par rapport peut-être au caractère. Moi, je peux dire que l'enfant, c'est une feuille blanche. Il est innocent, c'est une feuille blanche, c'est rien du tout. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre les pas de ses parents. Si maman, elle fait comme ça, je fais comme elle. Si mon père, il fait comme ça, je fais comme lui. Et du coup, il faut bien faire attention à nos actes. Parce que quand il voit ses parents faire une chose qui est tolérée, donc pour lui, c'est toléré. C'est une feuille, il est innocent et il ne sait rien du tout, le pauvre. Et du coup, il faut faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, parce qu'il va suivre tes pas. C'est trop simple. Et puis, à ce moment-là, si les parents sont vigilants, ils font très attention à ça, parce que le caractère, il va se développer. Exactement, petit à petit. Et tant qu'il va trouver tes parents qui tolèrent tout, et qui disent pas non, il n'y a pas de punition, tout est permis. Donc c'est normal, il va avoir un caractère, je ne dis pas fort, c'est pas un caractère fort, c'est un caractère plutôt enfant roi. Enfant roi. C'est l'enfant roi qui, pour lui, tout est permis, tout est toléré. Donc même quand il va sortir au social, il va trouver beaucoup de problèmes avec les gens, avec les profs, avec les enfants. Donc il aura vraiment une très mauvaise intégration. Donc on doit penser à ça, c'est pour son bien. Si je suis difficile avec mon fils, parce que je vise loin, parce que je regarde loin, quand il va sortir un jour et il pourra se déplacer tout seul et tout, j'ai l'esprit tranquille. Donc je sais qu'il est très bien éduqué. D'accord. Puis voilà, c'est un des points très importants aussi. C'est très très important. Ce que tu développes, c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous parle tous. Étant également maman, moi, Saoudsel a un garçon. Ouais. Tu as un jeune garçon. Tu as un seul garçon pour le moment. Je pense que en fait, c'était ma décision. Notre décision, c'est d'avoir un seul enfant et en fait bien l'éduquer, bien. Et puis c'est pas facile les enfants. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et du coup, c'est un seul garçon, il a 12 ans. Ce jeudi, il aura 13 ans. Oh, c'est son anniversaire bientôt. Ouais, c'est pour bientôt, c'est le 5 septembre. Et là, lui, il est dans la période de la préadolescence. Exactement, il commence bien, mais vu que je l'ai préparé pour cette période-là qui est trop difficile, on va parler de ça, on va parler de l'adolescence aussi. Et pour comment éviter cette période, comment minimiser la gravité de cette période. Donc j'ai des idées pour conseiller les parents aussi sur ce point. Bah écoute, on va rentrer dans toutes ces idées. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, là, je parle à nos amis TikTokers. Toutes les personnes qui sont en live ce soir. Donc, Saoudsel nous a amené un peu dans la direction dans laquelle nous allons nous tourner ce soir. Et vous êtes là parmi nous, comme d'habitude, je vous demanderai de tapoter et de partager ce live. Je vois que nous sommes quand même arrivés à un certain nombre, mais continuez encore à tapoter, continuez à partager. Vous qui êtes connectés, partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pourrez monter en live si c'est possible, faites la demande. Vous pourrez également poser vos questions directement en direct. Là, je vois, il y a Grâce Emmanuel qui me dit bonjour. Sœur, ma sœur, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je sais que tu as eu des enfants, je sais que tu as certainement une expérience à nous partager. Alors si tu as de l'expérience, si tu as des questions, si
Si tu as des propositions, tu peux interagir. Nous sommes là pour 1h à 1h30 selon la motivation de ce live aujourd'hui, ce soir, qui est un live spécial rentrée. Alors, avant de commencer notre débat, je vais tout d'abord présenter Cœur Ouvert. Cœur Ouvert. Est-ce que Cœur Ouvert peut juste baisser un tout petit peu le son de la musique? On s'entend très difficilement. Cœur Ouvert. Qui est Cœur Ouvert? Cœur Ouvert n'est pas seulement l'émission que vous voyez ici, en direct. C'est pas seulement cette émission, donc Cœur Ouvert se présente sur les réseaux, en direct live, chaque mardi. N'oubliez pas, notez ce rendez-vous à partir de la rentrée où nous avons déclaré que Cœur Ouvert serait chaque mardi. Donc tous les mardis de la semaine, de chaque semaine, nous sommes ensemble. Nous avons déjà un agenda bien rempli. Hein. La semaine prochaine, Saucène revient et elle sera directement dans son domaine de prédilection, dans le don pour lequel Dieu l'a mis aussi au devant de la scène. Et Cœur Ouvert n'est pas seulement une émission, on vous l'a dit, Cœur Ouvert passe sur YouTube. Si jamais vous avez manqué le live, parce que l'originalité de Cœur Ouvert, c'est le live TikTok, parce que nous pouvons interagir ensemble, nous pouvons parler ensemble. Son originalité, c'est le live. Alors, quand c'est comme ça, partagez et invitez. Ne soyons pas égoïstes. Après ça, quand le live se termine, vous avez la chaîne YouTube, vous avez la chaîne aussi Facebook et vous avez également le Instagram où vous aurez les liens pour pouvoir encore regarder et partager. S'il y a un sujet qui vous plaît, qui pourrait parler à quelqu'un, allez-y, partagez. Cœur Ouvert n'est pas seulement une émission, comme je le dis et je le répète à chaque instant, c'est une association. L'association Cœur Ouvert est appelée à œuvrer pour ouvrir les mains, ouvrir le cœur. On n'a pas dit cœur fermé, on n'a pas dit cœur blessé, on n'a pas dit cœur brisé, on a dit cœur ouvert, la main ouverte au monde. Donc Cœur Ouvert, c'est votre association qui œuvre pour les démunis, qui œuvre pour les enfants, les personnes en difficulté, les personnes malades. Nous aurons aussi très prochainement des visites dans des établissements. Je pense que tu nous en parleras un peu plus la semaine prochaine dans ton domaine, elle est dentiste. Donc je pense que tu vas nous révéler certaines choses. On va parler de ça la semaine prochaine pour les visites qu'on va avoir. Tu peux nous éclairer un peu sur ce qu'on va faire après? Ok, d'accord. Vous voulez que je parle maintenant? Oui, okay. Donc, non, sur... voilà, il y a les visites. Je pense qu'il y a des visites dans différents secteurs. Dans plusieurs secteurs, plusieurs établissements. On va faire en fait des visites qui offrent beaucoup d'amour, beaucoup de trucs qui sont bien, d'aide aussi, et pourquoi pas d'autres choses. D'accord. On va parler de ça, ça sera... Ben, ce sera top. Il y a le meilleur reste à venir. Ça aussi, elle a des trésors cachés. Hein. Ouais. Vous la voyez là, elle est calme et tout. Moi, je suis plutôt discrète, donc j'aime surprendre les gens. J'aime faire plaisir aux gens. Ah. J'aime donner des cadeaux, j'aime faire... C'est le cœur ouvert. Ouais. C'est pourquoi elle a intégré l'équipe. Ouais, moi, je suis comme ça. C'est pourquoi Saucène a été touchée également. Et c'est une de nos partenaires. Au-delà d'être notre, on va dire, celle qui vient se resserrer le lien, elle est aussi partenaire avec Cœur Ouvert. Elle a des idées et on va avancer avec ses idées. Et elle est là, elle est venue aussi pour consolider. Donc Cœur Ouvert a besoin de vous, a besoin de votre attachement, de votre expérience dans la vie pour pouvoir amener à bien la mission pour laquelle nous avons été investis dans cette association. Cœur Ouvert va dans les visites de centres médicaux, dans les prisons. Cœur Ouvert est dans les orphelinats. Cœur Ouvert se déplacera très prochainement en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Où vous voulez dans le monde, nous sommes ensemble et nous œuvrons pour le bien, pour l'amour, pour le partage. Association de Cœur Ouvert, venez avec nous, venez apporter votre expérience avec nous. Donc, on ne va pas trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, partagez, ça j'aime à le dire, hein, s'il vous plaît, partageons le live, likons le live, nous sommes ensemble. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, comme je disais, donc le sujet d'aujourd'hui c'est la rentrée, et nous allons un peu développer, je vais te laisser un peu développer le début, pour pouvoir nous amener, et puis nous aurons certainement des questions, un temps de questions, un temps de partage, donc nous sommes ensemble, n'hésitez pas à interagir, c'est pas un dialogue entre nous, c'est un dialogue entre tous.
Alors, Saoussen, je te laisse la parole. Ok, donc puisque c'est la rentrée scolaire, donc on a trouvé l'idée de bien commencer cette émission, parce qu'en fait l'histoire des enfants et de leur intégration c'est un peu sensible, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile pour les parents, surtout après 2 mois de vacances, et surtout pour les petits qui sont encore pas habitués à s'intégrer, ils sont plutôt habitués à leur territoire, à la maison, aux parents, à des gens qui leur fait confiance en fait. Mais en fait, c'est le jour de sortir, de s'intégrer, d'aller à l'école, d'aller au maternel. Donc c'est un peu difficile pour les enfants et je comprends parfaitement leur comportement. Et du coup, ça, là où se présente le rôle des parents, que ce soit pour la maman ou le papa, il faut bien parler avec les enfants, il faut bien discuter le sujet, il faut bien en fait donner des jeux et donner des conseils pour leur en fait apprendre à aimer l'école. Leur évolution. Exactement. Et de leur aider à s'intégrer socialement. Et voilà. Donc petit à petit, il faut bien parler. Moi, je répète toujours la même phrase. Il faut vraiment très approcher des enfants, bien parler avec eux, surtout en jouant. Pourquoi pas faire des trucs en jouant? Ça, c'est l'école, ça, c'est le prof, ça, c'est les enseignants. Et du coup, donc, on peut trouver pas mal de trucs pour aider les enfants à s'intégrer. Surtout là, je parle de l'âge de maternelle. Ça, c'est un peu difficile. Là, on va commencer d'abord avec les maternelles alors, parce qu'on va dénoter qu'il y a plusieurs tranches d'âge, qu'il est aussi possible de pouvoir permettre à l'adulte de pouvoir identifier. Aujourd'hui, vous êtes là, vous allez vous identifier par rapport à la tranche d'âge de vos enfants. Et le plus compliqué, c'est quand l'enfant rentre en maternelle. En maternelle, hein, parce qu'il quitte le cocon familial, quitte la maison, et là il se retrouve avec une maîtresse, mais la maîtresse est une inconnue. Exactement, des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas confiance en eux, donc qui se trouvent dans un territoire, il a peur, il ne peut rien faire en fait. Mais en fait, c'est le rôle aussi des profs et des enseignants et de tout le cadre en fait du maternel. Enseignant. Exactement. Donc le rôle aussi d'aider ces enfants à s'intégrer petit à petit. Mais je dis toujours que le rôle de la maman et du papa est le plus important. D'accord. Et du coup, il faut aller petit à petit, surtout avec les petits là. Donc c'est pas facile, mais petit à petit, ça pourra aller facilement. Donc il faut bien parler, c'est tout, il faut bien en discuter. Souvent, on ne sait pas trop comment préparer les enfants à leur premier jour d'école, surtout les maternelles. Là, on est sur la tranche des maternelles, après nous irons pour les primaires, les collégiens et les lycéens. Et c'est vrai qu'on tu as eu cette expérience, moi j'ai 3 enfants également, j'ai eu cette expérience où la première rentrée fait peur parce qu'on ne sait pas si l'enfant est déjà sociable, s'il va s'adapter, s'il va vouloir lâcher prise sur l'environnement qu'il avait déjà à la maison et s'adapter à un nouvel environnement. Comment se fait la préparation en amont avant d'emmener, faut-il vraiment préparer l'enfant avant de l'emmener à l'école? Mais bien sûr, il faut bien parler. Moi, personnellement, je vais parler de mon expérience personnelle. Oui. Mon petit, je l'ai ramené à la crèche depuis qu'il avait 8 mois. 8 mois. 8 mois. 8 mois. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de mettre l'enfant à la crèche. Oui, je vais vous dire. En fait, je ne travaille pas à l'époque quand je l'ai eu. Donc, j'ai passé 1 année sans travailler. Et du coup, je ne l'ai pas mis parce que j'étais occupée. Je l'ai mis parce qu'il a besoin de s'intégrer. Je le ramène juste les matinées pendant 2-3 heures pour s'intégrer, pour rester avec les enfants, pour apprendre à devenir plus sociable en fait. Donc depuis 8 mois, je l'ai ramené pendant 2-3 mois, malgré que ce soit ma mère ou ma belle-mère, ils n'étaient pas d'accord. Donc ils voulaient le prendre chez eux, mais j'ai dit non. Là, il a besoin de s'intégrer. Et ce que j'ai fait, j'étais fière de moi, parce qu'il a commencé à parler depuis qu'il avait 12 mois. Donc tout ça, il l'a aidé à parler, à s'intégrer, à devenir vraiment un enfant très sociable. D'accord. Mais entre guillemets, il est devenu trop sociable. Et après, il était un peu trop ouvert. Il était trop attaché, en fait. Enfin, il avait l'habitude de voir du monde autour de lui. Exactement. À part la famille, Oui. je suis venue d'une famille très nombreuse, il y a beaucoup d'enfants et tout. Mais en même temps, je l'ai mis dans une crèche pour s'intégrer, pour vraiment se sentir
bien entourée en fait. D'accord. Et du coup, je sais que c'est pas évident pour tout le monde de faire comme ce que j'ai fait, mais il y a des activités. Des D'accord. activités, même à un âge trop petit, D'accord. vraiment, ça pourra aider les enfants, même de 3 ans. Il y a beaucoup d'activités, pour 1 heure, pour 2 heures par jour. Ça, le fait de rencontrer les gens et de voir les petits, en fait, ça va aider l'enfant à construire sa personnalité petit à petit, à D'accord. devenir plus social, à ne plus avoir peur des gens. Ça aide beaucoup. D'accord. Même les activités, c'est très très important. Alors, en fait, le conseil ici, c'est que même avant l'entrée en maternelle, l'enfant doit avoir une routine. Exactement. L'enfant doit avoir des activités. Il faut le préparer. C'est l'éveil, hein. Ouais. C'est des activités d'éveil, en fait. C'est éveiller sa pensée, éveiller son entourage, son atmosphère, son environnement. Exactement. Les activités, ça joue un rôle très important pour les enfants, que ce soit socialement, pour son caractère, pédagogiquement, tout. Moi, c'est par expérience personnelle. Je l'ai mis en fait, le premier club que je l'ai mis, en fait, il a fait tout ce qui est acrylique, tout ce qui est en fait pour peinture acrylique, peinture à l'huile. Il a fait beaucoup de tableaux, il avait que 2, 3, 4 ans. Wow. Et du coup, et après, il a fait du tennis, il a fait du foot, il a fait beaucoup d'activités, il a fait tout. Donc ça aide beaucoup. Vous l'avez aussi, en fait, c'est la préparation. Ça, c'est préparer un enfant à peut-être son avenir. Parce que c'est là qu'on décèle aussi les dons. De quoi un enfant est capable. Peut-être qu'il a du potentiel dans le domaine sportif, c'est un peu compliqué, mais peut-être dans le domaine artistique ou autre chose. Donc c'est aussi très bien. En fait, les activités, ça aide les parents à savoir si ton enfant il a vraiment du talent, quelque part. D'accord. On pourra vraiment essayer assez d'activités. Ouais. À un certain moment, tu vas savoir si ton enfant il a du talent. Et comme ça, tu vas développer ça. D'accord. Donc, à part l'intégration, ça va aider l'enfant à avoir confiance en lui. Dès qu'il va découvrir qu'il a du talent quelque part, c'est confiance. Wow. Et tout ça, ça va l'aider à s'intégrer. Il va marcher comme ça. C'est pas question de fierté, mais c'est la confiance. C'est la confiance. La confiance, c'est un atout. Oui. Pour tout le monde, en fait. D'accord. D'accord. Donc, comme Saoussane nous le dit encore maintenant, toutes les personnes qui sont connectées, vous avez dû avoir des enfants, et vous avez des enfants qui rentrent certainement maintenant. Et c'est ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est l'éveil. L'éveil de l'enfant, éveiller la curiosité de l'enfant, éveiller la confiance de l'enfant, parce qu'un enfant, lorsqu'il naît, en fait, il a besoin de protection, d'abord. Parce que de 0 à 3 ans, l'enfant a besoin de protection, d'attache, d'amour, tout ce qu'on veut. Mais arrivé à l'âge où il doit aller dans la société, parce que là, c'est l'entrée dans la société. Alors, au départ, on est dans la famille, maintenant on rentre dans la société. Il faut lui apprendre, avant toute chose, que il n'y a pas que papa et maman, il n'y a pas que tes frères et sœurs, s'il y a des frères et sœurs. C'est pour son bien. Voilà. C'est pour son bien, il n'y a pas que la famille. Il va sortir, il va grandir, il doit avoir des amis, il doit connaître le monde, il doit se confronter avec les gens. Donc c'est la vie en fait, il faut le préparer. Donc garder l'enfant entre maman, papa et frères et sœurs, ça va pas l'aider. Ça va pas l'aider. C'est pour ça. Il va trouver du mal après même à parler, même à aborder un sujet. C'est pas facile. Mais il y a des enfants malgré tout, hein. Tu sais, moi, mon expérience personnelle, parce qu'on va parler aussi de nos expériences personnelles, c'est même plus imagé. J'ai mon dernier. Alors moi, ma fille, alors j'ai 3 enfants. Ma fille, qui est déjà très très grande, hein, c'est plus même si elle est dans l'âge adulte. Elle était très autonome. À l'âge de 8 mois, comment on appelle le médecin là, mon pédiatre me disait, mais votre fille elle est trop éveillée, elle a les yeux partout, elle regarde tout, elle voit tout, elle entend tout. Elle est, pour un enfant, c'est vraiment beaucoup d'éveil. Alors je lui dis, oui, bon, moi je lui parle depuis le ventre, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup, qui écoutait beaucoup de musique. En fait, j'avais l'impression qu'elle me donnait l'envie de découvrir le monde. Et c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Et quand elle a grandi comme ça. Donc le jour où on lui a dit, tu vas aller à l'école, alors elle était très contente. Je vais avoir des copines, je vais avoir des amis, je vais rencontrer une maîtresse, parce que je lui parlais un peu du domaine. C'est impressionnant ça. Et elle s'est intégrée tout de suite. Mon deuxième est arrivé, alors c'était un enfant qui a eu peur de venir au monde.
C'est ce que je peux dire. Il a eu peur de venir au monde parce que il avait peur que je puisse l'abandonner. Il pleurait tout le temps. Très attaché. Très attaché. Et la chose que j'ai eu à faire avant qu'il entre à l'école, c'est qu'il a eu une nounou, une assistante maternelle. Et il était accompagné de ce jeune frère parce qu'ils ont 1 an de différence d'âge. Et en fait, il avait toujours l'impression que si je n'étais pas à côté de lui, eh ben, j'avais disparu et ce monde s'était effondré. Alors il ne voulait personne, personne ne le supportait. Et j'étais toujours attachée à lui. Et cette nounou m'a aidée énormément. Parce que, en fait, elle prenait le temps, comme tu dis, l'éveil de l'enfant, de lui parler, de lui chuchoter à l'oreille, de lui faire comprendre les choses avec douceur. Chose que peut-être que je n'avais pas le temps de faire parce que j'avais d'autres enfants. Ouais. C'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Exactement. Et c'est là que je me suis... Et ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'elle a pris ce temps, j'ai commencé à voir un changement dans la vie de mon fils. Lui qui ne parlait pas, parce que avant l'école, il ne disait que les fins de mots. Tu vas lui dire manger, il va te dire manger. Manger. Ou tu vas lui dire boire, boire. Tu vois, il ne voulait pas développer plus que ça. Et elle lui a appris ça. Et elle l'a préparé à son entrée scolaire. Et lorsqu'elle l'a préparé, il est arrivé à l'école, il avait la crainte, hein, mais il ne voulait pas me montrer qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur de me décevoir, ouais, en fait. Il fait des efforts, le pauvre. Il a fait trop d'efforts. Ouais. Et c'est le seul qui faisait des crises de panique. Et il a fait des crises de panique parce qu'en fait, il gardait tout de manière interne. Il y a ce type d'enfant-là aussi. Alors, on essaie de susciter en eux la confiance. En fait, il faut le faire sentir qu'il est en sécurité. Il faut toujours le rassurer. Oui. Ce genre d'enfant, je comprends parfaitement. Il faut toujours le rassurer. Il faut toujours même parler au prof. Avoir des réunions sans lui dire, sans qu'il se rende compte. Parler au prof, parler aux enseignants, parler aux gens qui l'entourent, de le rassurer à chaque fois. D'accord. Vraiment le rassurer. Donc, lui dire que t'inquiète pas, ça va aller. Exactement. Et j'ai mon troisième qui ne voulait pas me lâcher. Je l'ai emmené à l'école, il s'accrochait à ma jambe. C'est le dernier, c'est normal. Ah, c'était horrible parce que je passais, toutes les mamans étaient parties, mais moi j'étais encore là, vas-y, lâche-moi, va, oui, non mais tu vas jouer. Ça joue de la famille. Oh là là, c'était difficile, ouais, j'avais mal au cœur, tous les jours. J'avais l'impression d'abandonner mon enfant et de lui faire du mal. Ouais. Je sais qu'il y a des parents comme ça, hein, vous avez subi ça, où en fait, tu pars le cœur brisé. Et toute la journée, tu es là, mais est-ce que mon enfant... En fait, l'enfant il est resté et t'as oublié. Ouais, mais toi, tu restes pour sa vie. Ta journée, elle est foutue en pensant à lui, mais ça m'arrive souvent aussi. Ça m'arrive, ouais. Quand il n'est pas bien, quand il est malade, donc je passe toute la journée en pensant à lui. Mais après, je le trouve très bien, il va bien, tout va bien, mais moi, j'ai gâché ma journée. Et ben voilà. Donc, la prise de confiance avant toute chose. Donc, pour démarrer la vie, démarrer la scolarité, il faut une prise de conscience et une prise de confiance. Ouais. Et que les parents aient de la patience. Là, on parle des enfants, mais comment est-ce que les parents doivent se comporter? Ah oui, c'est Hussein. Dis-nous un peu, comment est-ce que les parents, face à ces situations, comment est-ce que les parents doivent faire? Parce les parents n'ont pas le monopole de la science. Ouais. Ils ne sont pas nés parents, hein. Ils le sont devenus. Moi, je dis toujours qu'il faut beaucoup de patience. Il faut lire. Ouais. Moi, même si je suis médecin dentiste et j'ai une idée sur ça, mais je lis beaucoup sur Google, je lis sur les enfants, comment se comporter, tout ce qui est psychologique. Donc ça, c'est très important, ça aide beaucoup. Ouais. Comment se comporter avec l'enfant, un enfant nerveux, un enfant qui n'a pas confiance en lui, un enfant qui est attaché trop à sa maman. Il faut lire. Il faut voir, en fait, ça aide beaucoup. Il y a des conseils qui sont trop simples et à pratiquer. D'accord. Donc, même si j'ai une idée, mais il faut toujours trouver ces sites et surtout les psychologues parce qu'ils cernent beaucoup le profil des enfants, oui. Quel que soit l'âge. En fait, ils donnent des conseils magiques. D'accord. Et trop simples. D'accord. Qui ne passent même pas par la tête. Donc en fait, avoir un enfant, c'est avoir beaucoup de réflexion. C'est aller chercher à réfléchir. Ben, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire pour susciter l'intérêt de mon fils ou pour... Par exemple, moi,
personnellement, quand mon enfant il commence à gueuler, il commence à s'énerver, j'arrête tout, j'arrête de parler. Je lui dis c'est bon, sujet close, là je ne vais plus parler. Là tu vas dans ta chambre et puis tu vas en fait réfléchir. Et quand tu as vraiment arrivé à avoir la bonne raison, si tu as tort ou pas, tu reviens. Mais là, j'ai 1 heure pour moi, je ne veux plus parler, donc je l'ignore complètement. Donc ça ne sert à rien de s'énerver, de crier, ça ne sert à rien. Parce que personnellement, mon enfant, quand je commence à... Parce que j'ai déjà fait ça, et je suis arrivée à me rendre compte que ça ne marche pas. En fait, cette solution, ça ne marche pas, parce que quand je commence à crier, il se bloque. Le pauvre commence à bloquer, commence à pleurer, et là, on va arriver à plus rien, en fait. D'accord. Et finalement, en fait, c'était le conseil de mon mari. Mon D'accord. mari, il est trop calme, il est beaucoup plus calme que moi. La Il est patience. beaucoup plus cérébral que moi. Donc il me dit, ça ne sert à rien de crier. Laisse-le. Et puis, laisse-le le temps de réfléchir et de connaître sa faute. Il va revenir. Tu vas voir. Laisse-le, en fait, il se calme. Il reste dans sa chambre, il se calme. Et après, petit à petit, il commence à venir, à demander ses excuses et de dire oui, j'avais tort, tu as raison, et je ne vais plus refaire ça. Et vraiment, c'était la solution magique avec mon fils. Jusqu'à cet âge-là, même si là, il commence la période pré-adolescente. Mais avec en fait, cette solution, j'ai beaucoup gagné du temps, en fait. Ah, waouh. En fait, c'est de la pédagogie. Exactement. Et je rappelle très bien les punitions. Les punitions. Ça ne sert à rien de crier, de frapper, d'être violent. Ça ne sert à rien. Tout ça, c'est pas bien. Ça va détruire sa personnalité. Ça ne sert à rien. Mais de le punir. Et pour moi, la meilleure punition, c'est vraiment de comment dire, s'il a quelque chose qu'il aime, on va l'arrêter. Je sais pas, s'il adore le play, s'il adore aller au foot, il a une activité un peu très, comment dire, une activité ça lui fait du bien. Exactement. Donc on va plus le faire là, on va arrêter. D'accord. Donc lui priver d'une chose qu'il aime, on va arrêter. D'accord. Jusqu'au moment où tu vas te rendre compte que ce comportement... En fait, il te prive de ce que tu aimes. Exactement. D'accord. Mais écoute, moi je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est la technique que j'ai utilisée. J'en avais 3. Ça marchait parfaitement. Et ça a très bien marché. Sachez que moi j'ai 3 enfants qui se suivent. Et c'était compliqué de voir être toujours la maman qui lève la voix, qui crie, qui fait ceci, qui fait ceci, qui fait cela. Et c'est vrai que dans ma psychologie, j'ai beaucoup de patience. Je pense que comme ton mari, quelqu'un qui a de la patience et qui a beaucoup de réflexion. Donc à chaque fois c'était, et moi j'avais une punition, c'était radical, c'était le point. Mais c'était pas le point pour te dire t'es puni, non, tu vas au point, tu vas réfléchir. Exactement. Tu réfléchis, ce que tu as fait là, tu y vas y penser, et pense est-ce que tu pourrais le refaire, et pourquoi est-ce que maman t'a puni, pourquoi est-ce que papa t'a puni, tu vois. En fait un enfant est très intelligent, un bébé également est très intelligent. Les bébés nous manipulent également. Parce que là, on parle des enfants, mais étant déjà les petits nourrissons, lorsqu'un bébé sait que quand il crie comme ça, on vient, on le porte, c'est une forme d'intelligence. Bien sûr, ils sont très intelligents. En fait, ils comprennent tout. Exactement. Ils testent toujours. Exactement. Moi, depuis qu'il était tout petit jusqu'à là, à l'âge de 13 ans, il me teste toujours. Donc, il m'envoie des mots flash, il me teste. Il pousse les limites. En fait, il était de tester ses limites et de voir les limites des parents. Il essaye toujours, il essaye. Il ne perd jamais espoir. Waouh. Donc, et ça, il le prend jusqu'à la fin. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Wow. Mais là, je vais dire un point important. Oui. Ça ne veut pas dire que je suis une maman parfaite. Je ne suis pas une maman parfaite. J'ai Oui. déjà crié, j'ai Oui. déjà tapé. On a déjà eu une limite. Hein, oui. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que ce comportement, ça ne sert à rien, ça mène à rien. D'accord. Ça perturbe l'enfant. C'est pas favorable. Non, ça mène à rien. En fait, il devient vraiment perturbé, il commence à pleurer, à crier aussi. Donc ça ne sert à rien, ça mène à rien. D'accord. Donc j'ai changé complètement de comportement. D'accord. Et c'est du gâchis. En fait, le fait de crier, de taper. C'est une perte d'énergie. Perte d'énergie, c'est du gâchis. Voilà. Vraiment, c'est perte de temps. Donc il faut vraiment être... L'enfant, il est très intelligent. Il faut être plus intelligent, mais c'est ce qu'il faut faire en fait. Pour cerner,
pour le cerner, il faut être plus intelligent. Tous les enfants ils sont hyper intelligents. Même s'ils ne les montrent pas, mais ils sont très intelligents. Oui, oui, les enfants sont très intelligents à leur manière. Et en fait, les enfants ont un challenge. Moi, je pensais que mes enfants avaient un challenge. C'était de savoir comment énerver maman et pousser maman à bout. Et beaucoup de parents le vivent. Mais en fait, moi aussi, il le fait, mais après, il me dit, maman, je le fais par amour. Donc, il le fait parce qu'il m'aime. C'est sa façon de s'exprimer. Donc, il n'arrête pas de me taquiner, de me provoquer. Et quand le fait que je commence à m'énerver, il me dit, maman, mais je fais ça par amour. Mais là, c'est mignon, hein. Oui, c'est Parce que mignon. là, on part de l'étape de la primaire, Oui. de la maternelle, Oui. mais on a l'autre étape qui est moins mignon. Mais des fois, elle aussi, on est fatigué. Ouais. Donc des fois, je lui dis, écoute, je suis fatiguée, arrête de me taquiner quand même. Il y a des limites. Là, j'ai besoin de rester toute seule, j'ai besoin de mon espace. C'est bon, je t'ai tout fait. En fait, il faut leur dire aussi qu'on a une vie aussi. D'accord. On n'est pas consacré pour eux. D'accord. Moi, je le dis toujours, je fais tout. Par exemple, hier, j'ai tout préparé pour la rentrée. En fait, c'est sa fourniture. Il a préparé tout, sa chambre, nanani, nanana, et après je lui dis là, j'ai besoin de rester toute seule. Ça y est, tu as tout pris, tu es prêt, là, j'ai une heure pour moi. Donc aussi, parce qu'ils sont égoïstes, les enfants, ils sont un peu égoïstes en fait. Pour eux, tout en temps, c'est pour Tout eux. leur est dû. Exactement. Donc il faut leur donner des limites aussi. D'accord. Donc, en fait, en tant que parent, ne soyez pas frustrés lorsque vous sentez que en fait, votre enfant vous a poussé à bout. Ne soyez pas frustrés de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous reposer. Quand c'est comme ça, lâchez tout. Lâchez tout. Dites-lui, va dans ta chambre. Mettez-le quelque part où vous savez qu'il est en sécurité. Et vous aussi, isolez-vous. Je pense que ça fait du bien pour redescendre. Parce que quelquefois, on devient nerveux, on devient violent. Parce que justement, nos enfants nous poussent à bout. Pas parce qu'ils veulent nous pousser à bout. C'est parce qu'en fait, ils ont besoin de ça. De toujours être derrière nous. Papa, maman, c'est ça. Donc, ayons cette intelligence, comme nous l'a dit Saïsen, de pouvoir avoir le temps de la réflexion, de nous mettre à côté, le temps de pouvoir leur dire aussi, c'est pas bon ce que tu fais, moi ça me fait du mal, moi ça me fatigue, donc laisse-moi respirer, laisse-moi prendre mon souffle. Donc là, c'est la première partie. Je te laisse développer si tu as encore quelque chose à développer par rapport à ça. Par rapport à l'école, là on parlait des maternelles, aujourd'hui nous allons aussi parler des primaires. Tu as ton fils qui est en primaire, qui rentre au collège, je crois, il est déjà au collège. Non, il est déjà au collège, il est en 4e année là. Ah oui, il a 13 ans, oui. Il est en 4e année, Oui. donc ça y est, période d'école, ça y est, ça s'était passé. D'accord. Mais en fait, pour mon fils, c'était la période d'école, il adorait en fait, parce qu'il est bien entouré, il a gardé les mêmes copains, les mêmes copines. Les mêmes gens, en fait, il était toujours entouré par les mêmes profs et tout. Et du coup, le fait de ne pas trop changer d'établissement, ça aide beaucoup aussi. Oui, parce que l'enfant, si tu changes à chaque fois d'établissement, il doit refaire d'autres copains, d'autres copines, de rencontrer des gens qu'il ne connaît pas. En fait, c'est pas aussi facile pour lui. Mais le fait de rester dans le même cadre, dans le même entourage, ça lui donne plus de sécurité, plus de confiance en lui. Il se sent chez lui en fait. Comme il est chez lui à la maison, il est chez lui à l'école. Après, c'est pas toujours dans le cadre. Quelquefois, c'est par la force des choses. Les parents déménagent. Moi, j'ai eu à subir ça. J'ai déménagé une fois, 3 fois. Donc, mes enfants ont changé d'établissement 3 fois de suite. Et c'est vrai que mon dernier a été un peu, limite, s'est senti un peu abandonné. Et à l'école, il ne travaillait pas plus que ça. On s'en est rendu compte quand il est arrivé en CP, CE1. Mon fils ne savait pas lire. Mais la chose est qu'il apprenait tout par cœur. Moi, je pensais qu'il savait lire. Il me récitait le cahier textuellement. Je me disais, mais c'est bon. Il a fait cet exercice pendant 1 an. Si ce n'est pas une preuve d'intelligence, ça, je ne sais pas ce que c'est. Il a enregistré tout ce que la maîtresse disait jour et jour, parce qu'en fait, il avait ses 2 frères et sœurs qui étaient au-dessus de lui, qui avaient appris à lire. Et lui, il avait peur de ne pas savoir lire. Et arrivé à l'école, c'était la première école. Donc, on s'en est rendu compte qu'à la fin de l'année, on change d'établissement, parce qu'il y avait eu un moment donné où on déménageait.
Et la maîtresse sur qui il est tombé, je peux le dire aujourd'hui, elle était horrible. Elle a traumatisé mon fils. Et il y a cette méthode de pédagogie où les profs sont très attentifs, mais il y a eu 3 étapes. Elle était vraiment, elle le pointait du doigt, elle lui faisait comprendre devant les autres qu'il était incapable, qu'il était bête, qu'il ne comprendrait rien. Elle détruisait sa personnalité finalement. Mais c'est ce qu'elle a fait parce qu'il n'avait plus confiance en lui. C'est horrible ça. Il ne voulait même plus aller à l'école. C'est horrible, moi j'accepte jamais ça parce que c'est vraiment la faute la plus, comment dire en fait, c'est horrible. Il avait peur de l'école. C'est normal. Donc tu l'as changé d'école, c'est ça? En fait, je suis venue, elle m'a demandé de prendre un rendez-vous et tout. Et puis elle me fait comprendre qu'il fallait qu'il aille dans une école spéciale. Je dis non, dans une classe spéciale. Je lui dis non, mais attendez madame, il est encore qu'en CP. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Non, mais il n'y arrivera pas, il a un blocage. Je me suis dit, là il y a un problème. Alors j'ai pas eu le choix, je l'ai recadré parce que j'ai dit, moi mais j'en ai 2. J'ai pas eu grand chose à faire pour qu'ils apprennent à lire. Donc mon 3e, certainement il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a eu quelque chose qui n'allait pas parce qu'il a vécu des moments difficiles. En fait, le courant ne passe pas. Elle n'a pas su le cerner, elle n'a pas su comprendre sa personnalité. Elle faisait que vraiment détruire. Ça, c'est pas bien du tout. Donc tu as bien fait de changer. Et par la force des choses, on déménageait encore. Donc il a changé d'établissement. Et j'ai été soulagée parce que c'était un maître qu'il avait. Mais en l'espace de 2 mois, j'ai redécouvert une autre personne. Alors, je lui ai expliqué un peu ce qu'il avait vécu, comment ça s'était passé et tout. Et c'était juste au début de l'année. Hein. Bon, la rentrée s'est faite et avant le mois de janvier, je crois, il rentrait dans ce nouvel établissement. Et il l'a pris en charge. Mon fils a repris confiance en lui, mais totalement. Il savait parfaitement lire. Il savait tout faire. Il voulait encore apprendre et apprendre et apprendre. En fait, il a apprécié la personne. Le fait d'apprécier le prof, ça y est, c'est bon, tout passe en fait. Tout passe. En fait, j'ai eu une expérience pareille avec mon fils, mais c'était pas un prof de l'école, mais c'était des cours particuliers en français. Oui. Et c'est une dame, c'est une prof qui est retraitée. Elle est trop bien, Oui. mais elle était trop difficile. Elle était trop difficile. Ouais. En fait, c'est bon, comme elle était retraitée, je pense qu'elle était stricte. Elle était trop stricte, trop dure avec lui. Oh là là. Mais lui, le pauvre, il dit rien. Donc, tellement il voyait que j'ai fait des efforts et en fait, tout trouver ses cours particuliers. Donc, mais après, petit à petit, c'est l'école qui m'a appelé en fait. C'est pour ils m'ont dit, ils avaient des notes magnifiques en français. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Pourquoi il a reculé en français? Il était excellent. Ils m'ont dit, est-ce qu'il suit des cours particuliers? Parce qu'en fait, s'il suit un cours particulier, en fait, la prof, elle n'est pas dans le même rythme que nous. D'accord. Donc il est frustré, il est traumatisé, donc il faut arrêter ça. Et finalement, il m'a dit toute la vérité après. Wow. Il m'a dit, maman, elle est trop dure, elle est trop... elle dit des mots... en fait, elle, son intérêt, c'est pour son bien. D'accord. Mais en fait, la façon, elle était trop dure. C'était l'ancienne école en fait. Exactement. L'ancienne école. Mais dès que j'ai tout arrêté, il a repris ses notes, il a repris en fait confiance en lui et j'ai tout remis en place. C'est important. En fait, c'est vrai que quelquefois nos enfants travaillent bien et après ils ont cette étape où ils peuvent décliner. En fait, c'est là où on se dit qu'on analyse, on doit analyser la situation, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ça c'est aussi un signe. Hein. En fait, quand on voit que nos enfants travaillent bien et après à un moment donné, il y a quelque chose les notes commencent à baisser, ils commencent à changer dans son comportement. Donc ça signifie qu'il y a une sonnette d'alarme quelque part. Oui, autre chose aussi, en fait, je veux vraiment faire attention à ce point, en fait, pour les mamans, parce que je sais très bien que les mamans, les parents, d'une façon générale, les papas, les mamans, chacun de nous, il veut voir son enfant mieux que lui. Tu vois. Et c'est inné ça. Toi, je pense que tu veux vraiment voir tes enfants réussir et beaucoup mieux que toi. Oui, ils ont réussi leur vie et tout. Mais finalement, moi je conseille aux mamans, quand l'enfant il est bien, il est stable, il est épanoui, il arrive à avoir des notes qui sont bien, donc arrêtez de trop de trop mettre la pression en fait. D'accord. D'avoir des notes meilleures quoi. D'accord. Donc quand il est bien, quand il est stable, quand il n'est pas perturbé, quand il a des appréciations qui sont bonnes des profs,
c'est normal, une maman. Par exemple, Elle moi, veut toujours plus. exactement. Donc c'est pas bien ça. Laissez-le tant qu'il est bien, encouragez-le, parle avec lui, dis-lui que tu pourras mieux faire. Tu as du talent, tu es quelqu'un de très intelligent, tu pourras avoir mieux. Mais il ne faut jamais le comparer à des autres. Il ne faut jamais faire la comparaison entre les frères et sœurs, entre les copains, les copines. Donc il faut vraiment tout ça, ça détruit sa personnalité. D'accord. Donc il faut parler à lui, à sa personnalité, à son être. Il ne faut jamais faire la comparaison. Exactement. Donc ça c'est pas bien. Parce qu'on part du principe que on est un être unique, à part entière. Donc c'est vrai que la comparaison, il faut toujours faire la comparaison de les frères et sœurs. Regarde ton grand frère, regarde ton petit frère, regarde. Ça crée la jalousie, ça crée beaucoup de choses. Ça crée la frustration. Exactement. Donc ça commence par la jalousie, ça commence par le manque de confiance, ça commence par des trucs qui sont pas bien, qui vont développer avec l'enfant en fait, petit à petit. D'accord. Et ça reste jusqu'à un âge plus tardé. D'accord. Donc ça peut aussi en fait amener à l'échec de l'enfant, l'échec scolaire et un renfermement aussi. Exactement. En fait, il va penser à avoir des notes mieux que son frère, mais il pense pas à avoir des notes pour lui, à avoir des ambitions pour lui en fait. Il pense qu'à à satisfaire sa maman. D'accord. Et ça, c'est pas bien. Moi, des fois, je me rappelle, il rentre de l'école, il me dit, maman, je t'ai eu 18 en maths, mais c'est toi qui as eu les notes. Oui. Moi, ça y est, j'ai terminé mes études, je travaille, je suis devenue ce que je voulais. Mais si tu arrives à avoir de bonnes notes, c'est pour toi. D'accord. Ça n'a rien à voir avec moi. D'accord. Et moi, j'aime pas entendre les enfants, en fait, et même les adultes, quand il arrive à avoir son bac, par exemple, maman, je t'ai eu mon bac, en fait, c'est tu pas le fais pour les toi. parents. Mais tu le fais pour toi, c'est pas pour moi. En fait, c'est cette psychologie-là qu'on doit regarder, parce qu'en fait, les enfants se disent on travaille pour nos parents. Exactement, mais tu le fais pour toi, pour ton avenir. En fait, tu as des ambitions, tu as des objectifs à les aboutir, en fait, c'est pas pour moi. Moi, ça y est. J'ai terminé mes études, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. Je suis arrivée à devenir ce que j'ai toujours espéré. Oui. Là, c'est ton tour. C'est bien, parce qu'en fait, je vois qu'il y a beaucoup de dialogue avec ton fils. Et je parle aux parents qui sont là, on parle aux parents qui sont là. Il faut du dialogue. Dialoguez avec vos enfants, dialoguons avec nos enfants. Démontrons-leur qu'ils sont capables, en fait. C'est ce que tu nous faisais comprendre. Ils sont capables. Ce sont des êtres à part entière. Ils peuvent réussir. Si on peut aussi développer, hormis cela, l'âge difficile, l'adolescence, l'âge le plus difficile, l'âge où lequel les enfants se découvrent à part entière en tant que personne, hein, en tant que fille, en tant que garçon. Ils se voient en fait, parce que l'adolescence c'est la préparation à l'entrée à l'âge adulte. Et ce sont des petits adultes, on va dire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au collège, on se prend pour une grande personne, mais en fait, on est encore petit. Et puis on apprend. En fait, la période d'adolescence, pour moi, c'est l'enfant, il commence à... En fait, c'est comme une bagarre entre le cerveau et la personnalité. En fait, l'enfant, il cherche sa personnalité, il se cherche. Dans cette période, il commence à se chercher, à développer sa personnalité, à se montrer qu'il est fort, qu'il est capable, qu'il peut faire ça, qu'il peut faire ça. Et il commence à... Comment dire, à... Je ne trouve pas le mot. Forcément, parce qu'il se cherche en fait. Il se cherche et il développe en fait quelque chose qui n'est pas lui. Ouais. Mais moi, j'ai entendu un psychologue qui est connu, mais je ne me rappelle pas de son nom. Oui. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a dit qu'il n'y a pas de période d'adolescence. Il n'y a pas de période d'adolescence. Alors c'est quoi cette transition? En fait, cette période-là, c'est l'enfant, en fait, il commence à vraiment construire sa personnalité. Quand il commence à dire non, je ne fais pas ça, non, c'est moi qui décide, non, non. Donc, il s'affirme. Exactement. Mais là, pour éviter cette période-là, il faut vraiment remplir le temps des enfants. Est-ce qu'on peut... Moi, je ne peux pas dire qu'on doit éviter cette période, on peut éviter cette période. Tu sais, je vais te dire une chose. J'en ai eu 3. Et 3 qui étaient dans cette période d'adolescence. Il y en a un qui m'a fait une crise d'adolescence à l'âge de 9 ans. C'est mon dernier. Sa prof me dit, j'ai l'impression d'avoir mon fils de 15 ans dans ma classe. Et c'est vrai, il a fait sa crise d'adolescence. Alors qu'il était préado. Et j'ai eu les 2 autres.
qui essaie de s'affirmer. Mon deuxième qui n'avait pas spécialement de personnalité dans le sens où il était entre le petit et le grand, et qui était vraiment le neutre, et qui cherchait maintenant plus à s'affirmer. Mais quelquefois, ils font des choses tellement incroyables, on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il y a ceux-là où on voit vraiment qui est qui. Le caractère, il s'affirme plus, il parle plus. Et qu'est-ce que je pourrais... J'avais une idée justement que je voulais développer, je ne sais plus exactement. Mais chaque enfant, en fait, à cet âge-là, en fait, dépasse l'étape de l'enfance. Genre, je suis chouchoutée, c'est papa et maman qui décident pour moi. Aujourd'hui, je veux prendre mes propres décisions. Exactement. C'est ça? En fait, c'est ça. En fait, je voulais dire qu'il faut vraiment éviter le temps perdu. En fait, pendant cette période-là, entre 10 ans, 9-10 ans et 14-15 ans, il faut vraiment remplir le temps, la journée des enfants. Faire des activités. Il ne faut pas qu'il ait vraiment du temps libre. Parce que le fait qu'il reste beaucoup à la maison, il ne faut rien. Là, ça commence à travailler dans sa tête. Exactement. Et s'il a des activités à faire, il a des trucs à faire, que son temps il est rempli, ça va éviter cette période le maximum possible. D'accord. Mais alors cette période, si jamais on l'évite là, elle peut venir plus tard. Non, elle ne vient pas. Je vous assure. S'il a du temps qui est vraiment rempli, il a assez d'activités, il commence à développer, à trouver des talents en lui, il n'y a plus de période d'adolescence. D'accord. C'est vrai qu'au niveau de la pédagogie, on nous demande toujours d'inscrire nos enfants dans les activités scolaires. C'est le vide. Périscolaire et tout. C'est le vide qui fait qu'ils se posent trop de questions. Cette période d'adolescence, le fait de trouver rien à faire, de sortir comme ça, d'aller se balader n'importe où, entre potes, je ne sais pas où, et là ça va donner les idées à faire des bêtises. Exactement. D'accord. Et le contraire, s'il a le temps qui est plein, il a une activité qu'il adore, qu'il a des trucs à faire, qu'il passe toute sa journée à développer vraiment des talents, donc il n'a pas le temps pour ça. Et pour ceux qui ne veulent rien faire, il y a les enfants qui ne veulent rien faire. C'est le rôle des parents là. Ça vient le rôle des parents. Je sais que c'est difficile, mais c'est le rôle des parents. Que faire? Parce que il y a des parents qui souffrent, les enfants, qui n'aiment pas le sport, par exemple. Qui n'ont pas d'intérêt en fait sur une activité. Moi, personnellement, j'ai mis le petit depuis qu'il avait 3 ans. Je l'ai mis dans un club pour, en fait, qu'il commence à bien écrire. C'était un club de calligraphie. D'accord. Et après, il a commencé à faire la peinture. D'accord. Et après, il a commencé à faire tout ce qui est acrylique et peinture à l'huile. D'accord. Et en même temps, je l'ai mis dans un club de tennis. D'accord. Et après, il est resté 4 à 5 ans. Et après, il m'a dit, maman, j'ai envie de tester le foot. En fait, il faut faire 2-3 activités et je pense qu'un enfant, c'est sûr qu'il va trouver un talent quelque part. Il trouvera sa voie tôt ou tard. Exactement. Et ça doit commencer plus tôt. Ça doit commencer le plus tôt possible, donc 3 ans. Exactement. Moi, à partir de 3 ans, il a commencé à Dès qu'il marche, il commence un peu à parler. Ouais. Là, l'intéresser à savoir que tu as quelque chose en toi, mais il faut que cette chose ressorte. C'est sûr, il n'y a pas un enfant qui n'a pas de talent. Que ce soit en activité sportive, en activité, je ne sais pas, artistique, c'est sûr qu'il y a quelque chose quelque part. Il faut le développer en fait. D'accord, d'accord. Alors, on est dans la phase scolaire du collège. Là, on va parler d'un sujet un peu plus sensible. Un peu plus sensible, on va essayer de développer ensemble. Si en ligne, vous êtes là, vous avez des questions à nous poser, posez les questions, nous sommes ensemble, on va répondre. On va essayer pour le coup de répondre s'il y a des questions. Alors, le collège est un lieu très sensible parce qu'en fait, ce sont des petits adultes, des jeunes adultes qui se retrouvent entre eux. Et comme tu disais tout à l'heure, ils vont montrer qui est le plus fort, qui est le plus intelligent, qui est le plus. Et bien souvent, il y a ceux-là qui n'ont pas assez de caractère, qui se font écraser par ceux qui ont beaucoup de caractère. Il y a toujours, on va dire, les cheerleaders, les chefs de gang, les chefs de tribu. Il y a ceux qui ont le leadership né en eux et ceux qui n'ont pas ce leadership. Ces enfants-là, justement, qui sont dans cette période difficile, à la maison, généralement, on ne décèle pas le mal-être. Ils n'aiment pas l'école. Quand ils sont à l'école, ils se cachent. Et en fait, ils ont un déséquilibre
même s'ils sont bien équilibrés à la maison, mais à l'école, ils ont un déséquilibre. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire? Moi, je veux savoir comment est-ce qu'on peut déceler lorsqu'un enfant rentre dans une phase de dépression, parce que moi, je dirais que c'est une dépression, parce que quand il arrive à l'école, il y a tout ça qui lui tombe dessus, il n'est pas à l'aise, mais à la maison, ils ne disent rien. Les enfants ne disent rien. Et on va parler de sujets sensibles, parce que c'est sensible. Il y a eu des enfants qui se sont suicidés à cause du harcèlement. Le harcèlement scolaire, qui a fait beaucoup de bruit. Avant, on n'en parlait pas peut-être parce que les enfants ne disaient pas grand-chose, et puis ils gardaient ça en eux, ils étaient un peu plus forts. Les enfants des années 90, 81, de début 2000, mais aujourd'hui, ces enfants sont un peu plus fragiles. Et comment déceler cette phase de dépression? Parce qu'on a vu des enfants qui sont passés à l'acte. Je suis fatiguée, parce que les enfants sont méchants entre eux. Il y a une forme de méchanceté entre les enfants qu'on ne trouve pas dans le monde des adultes. Donc, comment faire? À mon avis, j'ai dit ça tout à l'heure et je le redis. En fait, il faut que la maman, surtout la maman, elle soit très proche de son enfant. D'accord. Qu'elle parle trop en fait avec lui, qu'elle demande de ses nouvelles dès qu'il rentre. Alors, comment tu as passé ta journée? Même si elle est fatiguée. En fait, c'est très important. Moi, des fois, je me force. Je dois savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, est-ce qu'il est content, il y a quelque chose qui... Mais moi, en fait, lorsque la maman elle est très proche de son enfant, elle va sentir. Elle va sentir son comportement qui n'est pas bien. Donc moi, je le sens directement. Mais si tu as beaucoup, parce qu'en fait, oui, toi tu en as un seul, mais il y en a qui ont 2, 3, 4, 5. C'est compliqué, hein. En fait, là, il faut trop parler, il faut avoir une bonne conversation, il faut parler, même demander de ses nouvelles. Alors, comment tu as passé ta journée, même si elle n'a rien senti, il faut bien poser des questions. Mais laisser un enfant comme ça entrer, sortir sans poser de questions, ça, c'est pas bien. D'accord. Ça, il va se renfermer. Donc le matin au réveil et le soir en rentrant. Surtout en rentrant. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as passé ta journée? Est-ce qu'elle était bien? Est-ce que tu es content? Qu'est-ce qui te dérange? Parce que ça leur fait du bien en fait, de se sentir que la maman ou le papa, là, ils sont un peu inquiets et ça leur fait du bien de s'apercevoir que leur enfant, il est tranquille, il n'est pas... Donc, tu vois? Et du coup, même si que les parents ils n'arrivent pas, on a recours au psychologue. D'accord. Moi je fais très confiance aux psychologues en fait. Le fait de parler, parce qu'ils ont leur façon de parler, de faire sortir des secrets en fait des enfants. Ils savent comment parler aux enfants. Exactement. Il y a les pédopsychiatres et il y a les psychologues aussi. Donc c'est très important parce qu'il y a des enfants qui sont trop difficiles, qui sont trop silencieux et ça fait peur. Oui, ça fait peur, hein. Peur. On se dit, il est trop calme, il est trop calme, il est trop calme, mais en fait, peut-être qu'il n'est pas assez calme, c'est juste qu'il a certainement un déséquilibre, quelque part. Ouais, ça fait peur, en fait. Il y a des enfants qui sont très agités dehors, mais dès qu'ils rentrent à la maison, ils sont trop silencieux. Et ça aussi, ça peut faire peur. Mais comment déceler que ton fils, bon, à part quand les profs nous appellent, mais comment déceler que ton fils ou ta fille ne va pas bien? Ne va pas bien? Parce qu'en fait, oui, trop d'énergie à l'extérieur, ou pas assez d'énergie à la maison, oui, ça crée un déséquilibre, il y a un déséquilibre, mais comment... Enfin, même les professeurs, quelquefois, ils se disent non, ils sont juste mal éduqués, c'est juste un manque d'attention par rapport aux parents. Ça revient toujours sur les parents. C'est ça le problème, ça revient toujours sur les parents, en fait. Mais c'est comme ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Ça, Sam me dit qu'on ne t'entend pas bien, il faut que tu mettes ton micro plus proche. Et là, Samuel, apparemment, il y a des questions. Donc Samuel, qui est de l'autre côté de la caméra, va nous poser quelques questions et que les internautes ont eu à poser, je pense. L'homme invisible. L'homme invisible. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Super. Et moi, j'ai bien écouté l'échange que vous avez eu. Mais j'ai quelques questions. Surtout par rapport à la dernière question vous avez développée ensemble. Le fait d'avoir justement des enfants qui se font harceler. Samsen, tu nous as dit qu'il faut que les parents parlent avec l'enfant. Chose que je comprends. Et personne a retoqué en disant que si on a plusieurs enfants, parce qu'on est quand même dans une société dans un pays qui s'appelle la France, où il y a des parents qui sont tôt le matin et qui rentrent tard le soir. Et entre-temps, ces parents-là, ils n'ont pas un enfant, ils en ont plusieurs. Et quand ils rentrent le soir, non seulement il faut faire à manger,
Il faut les laver peut-être certains. Il faut préparer le coucher. À quel moment ces parents-là peuvent avoir ce temps? En fait, c'est le rôle du papa aussi. Si on a 2 ou 3 enfants, on peut partager les enfants de 1. Chacun il prend un enfant et le prend en charge, mentalement et psychologiquement. Et autre chose, si on se met à table, c'est le moment de manger et de parler aussi, de partager quelques idées, de parler de la journée. Donc, il y a le petit déjeuner. Si on ne se voit pas le matin, on se voit le soir. Ce que j'aime bien dans tout ce que tu es en train de dire, c'est que ça, c'est une famille modèle. Ça veut dire qu'ils ont le temps de passer un petit déjeuner ensemble, de manger à table ensemble. Non, j'ai bien dit, s'il n'y a pas le petit déjeuner le matin, il y a le dîner le soir. Et je ne parle pas de tous les jours. Oui, on peut faire ça le week-end. On peut parler de toute la semaine le week-end. Parce que moi, je connais des familles, je connais des familles personnellement, où ces familles-là, les parents, ils courent à gauche à droite. Je sais, mais il y a le week-end. On peut parler de la semaine pendant le week-end. On peut rester samedi ou dimanche. On peut rester à table. Toute la semaine, tout le monde court. Je vous comprends, moi aussi, je cours. Je sors à 8h du matin, je rentre presque à 22h. Mais des fois, je me force et je trouve une demi-heure de parler avec mon fils. Alors, je te coupe pas, Samuel. Il y a aussi, tu sais, moi personnellement, je vous parle de nos expériences. J'étais femme seule. C'est-à-dire que le père de mes enfants, je me suis séparée de lui et mes enfants étaient très jeunes. Je me retrouve sa femme seule, alors que quand on était en couple, je prenais vraiment le temps pour mes enfants parce que je ne travaillais pas. Je n'avais pas ce souci d'aller chercher de l'argent, de courir à droite, de courir à gauche. Moi, j'étais là le matin, midi, soir pour mes enfants. Je me suis retrouvée femme seule, je me suis retrouvée à travailler. Je sortais le matin chez moi, les enfants sortaient. Des fois, je sortais le matin, je ne les voyais pas. Et quelquefois, je rentrais le soir, je ne les voyais pas. Et c'est vrai qu'on est fatigué. Quelquefois, là je parle aux mères seules, je parle aux femmes seules ou aux pères célibataires également, aux personnes qui ont des difficultés justement, parce que c'est vrai qu'il dit famille modèle, mais en fait c'est pas question de famille modèle, c'est ce qu'on dit, on dit oui, l'idéal en fait c'est d'avoir ce genre de famille, on prend le petit déjeuner ensemble le matin, on se voit, il y en a qui se voient à midi même, ils ont le temps de manger à midi, et il y en a le soir, c'est impérativement sur la table ensemble et on discute. J'ai pas dit 1 heure, même un quart d'heure. Ouais. On peut manger, on peut parler un petit peu. Même Chacun, il parle de sa journée, même en allant au lit. Donc le papa, il va prendre la petite fille, la maman, elle va prendre les 2 garçons, et chacun, il va parler un petit peu avec chacun de ses enfants, en fait. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je ne suis pas contre, je suis pour. Mais il y a être pour et les réalités. Mais Samuel, moi j'ai les réalités. Mais moi j'ai les réalités. Mais je dis pas des trucs qui sont impossibles, c'est pas des choses impossibles. C'est pas impossible. Et j'ai une autre question encore. Je peux répondre par rapport à ça, ce qu'on vient de finaliser. C'est pas impossible, tu as raison. Moi je n'avais pas le temps de le faire ni le matin ni le soir, mais dès que j'avais par exemple un week-end, un jour disponible, je prenais le temps de m'asseoir avec mes enfants, même si c'était le soir. Vous savez, quelquefois, il faut créer l'atmosphère, créer le moment. Tu te dis, je vais prendre sur moi aujourd'hui, je vais passer du temps avec chacun de mes enfants et on va discuter. J'avais cette habitude de prendre mes enfants, de disposer peut-être des glaces, des pop-corn. Oui, ce soir, on va se faire un petit film devant la télé. Et puis là, on lance une conversation. Ça a été à l'école? J'ai remarqué ça la dernière fois. Il y a eu ça. Et là, les enfants ont besoin aussi de se dire que maman, papa, crée des moments pour que nous puissions discuter. C'est-à-dire peut-être que je n'ai pas eu le temps de lui dire la dernière fois ce qui s'est passé à l'école, avec la maîtresse ou avec le copain. Et bien là, je vais pouvoir lui en parler. En fait, il faut que le parent crée le moment. C'est ça que tu veux nous faire comprendre. Créer un bon moment aussi, parce que l'enfant, lorsqu'il se sent à l'aise, il se sent bien, là, il va parler de beaucoup de choses en fait. Il ne faut pas le prendre dans un moment qui est un peu frustré, un moment de... Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait quelque chose de grave? Non. En fait, il y a une façon de parler. Il y a un moment bien choisi. Donc, il faut bien... Dans le conseil, c'est de créer des moments de famille. Exactement. Super. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mesdames. C'est le fait qu'il faut priver l'enfant de quelque chose qu'il aime. Bien sûr. Est-ce que ça ne peut pas créer de la frustration? Non, du tout. Et ça ne peut pas créer chez l'enfant un peu de nervosité ou de, je ne vais pas dire haine, c'est beaucoup dire, mais quelque chose qui va garder en lui dans son cœur?
Non, pas du tout. Il s'énerve un petit peu et après il va se rendre compte qu'il est fautif. Et en fait, comment dire, c'est comme le dit le pédiatre, je lui ai dit, n'arrête pas de pleurer toute la nuit. Il m'a dit, mais c'est pas grave, il va pas mourir. Il va pleurer, après il va se fatiguer, il va dormir. Le premier jour, il va pleurer 2 heures, après il va diminuer 1h30, après 1 heure, et après c'est bon. Donc c'est la même chose. Après, ça dépend de l'âge de l'enfant, non? Non, et après, quand il est grand, quand tu vas le priver d'une chose qu'il aime beaucoup, il va s'énerver 2 heures, après 1 heure, et après c'est bon. Donc là, il a compris qu'il y a vraiment un challenge. Donc vraiment, c'est donnant-donnant. Moi, j'étais éduquée comme ça, c'était une très bonne éducation. Et là, je fais la même chose avec mon fils. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que les parents ont peur de dire non à leurs enfants. Exactement, Ils ont peur de frustrer leurs enfants. Oh non, mais il pleure là, donc il se sent pas bien, donc faut que je... Non, bah tiens, reprends. En fait, c'est non. C'est en fait quand... c'est une sorte... La punition, une punition, c'est une punition. C'est-à-dire que si je t'ai enlevé ça, c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas bon. Donc tu vas prendre le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Ensuite, on verra si tu pourras reprendre ton jeu ou... voilà. Aujourd'hui, il y a des enfants, ils sont devant la télé, devant leurs jeux vidéo, matin, midi, soir. Quand le parent arrive, il crie un petit peu, et ben en fait, c'est l'enfant qui va crier plus et qui va faire que le parent va dire, bah vas-y, il claque la porte de la chambre, bah vas-y, reste bloqué dans ta chambre. Et il va le laisser dans quoi? Dans l'environnement de son jeu vidéo. Au lieu de lui retirer ce jeu vidéo, de lui faire comprendre que là, tu vas aller réfléchir un peu à ce que tu as fait. Toute la nervosité qui vient, c'est à cause de ces jeux de vidéo. C'est ça le problème. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas en mettre des jeux vidéo. Mais tu peux lui donner un jeu de vidéo, mais tu peux limiter en fait 1 heure par jour. C'est pas toute la journée. Et c'est pas bien pour lui en fait. Et le téléphone portable, déjà dès le plus jeune âge, les enfants sont sur les écrans. C'est compliqué cette histoire-là. Hein. Ça, c'est pas bien du tout en fait. Sur la psychologie de l'enfant, il devient très nerveux, violent, possessif. Vraiment, ça va pas l'aider à s'en sortir. Ça sera très difficile en fait. Personnellement, chez moi, il n'y a aucun jeu vidéo interdit de jeux Ils sont vidéo. encore petits. Même s'ils sont grands, c'est moi qui achète. Donc interdit les jeux vidéo. L'autre question, où ton mari t'a conseillé de ne pas taper, mais de parler. Nous qui sommes d'une certaine génération passée, grandis et nés quelque part, avec des parents quelque part, c'était pas comme ça. Et je pense que l'éducation a fait de nous des hommes et des femmes forts. Qu'est-ce qui fait que cette génération aujourd'hui, on veut changer? C'est peut-être ça qui crée justement ce malaise entre parents et enfants. Parce que nous, à l'époque, on a une éducation qui est serrée, une éducation très dure, que ce soit pour moi ou pour mon mari. Donc, je parle de mes parents ou de mes beaux-parents, ils étaient trop durs. Donc, mais nous, on était parmi une génération qui a vraiment peur, qui a beaucoup de respect. Moi, personnellement, mon père, il ne m'a jamais touchée, ni ma mère. Mais le fait d'entendre sa voix, ça y est, je commence à pleurer. Rien que d'entendre sa voix. Rien que je sens qu'il est venu à la maison et je commence à entendre sa voix, à crier, ça y est, c'est bon. Pour moi, c'est fini. J'ai eu ma punition. Mais là, la nouvelle génération, ils n'ont pas peur. Ils sont trop forts. C'est à cause de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Des réseaux sociaux, des téléphones, des jeux. Et ailleurs aussi, dans les écoles et les collèges. Donc, c'est interdit de les toucher, c'est interdit de leur comme si, de leur... Donc c'est le système qui nous pousse à vivre de la façon dont on vit actuellement. En fait, quand on regarde, tu sais, Samuel, la dernière fois, j'étais tombée sur un article et j'ai pu étudier en fait cet article-là qui parlait de la génération X, la génération Y et la génération Z. 3 batailles de génération. La génération de nos parents, c'est la génération X. Cette génération, c'était comme l'après-guerre. Ouais, ils apprenaient à vivre. Ils voulaient vivre, mais c'est parce qu'ils connaissaient la vie difficile. Le travail des champs, les parents qui donnaient tout, mais en même temps qui n'avaient pas le temps de s'occuper de vous. Donc ils étaient forcés de pouvoir grandir seuls. Tu vois? Et puis ils avaient dans leur tête que de toute façon tu dois réussir ta vie.
tu dois après avoir des enfants, avoir une femme, avoir des enfants, avoir un travail. C'était une obligation. Donc les années 60, 70, les années 80 sont arrivées, la génération Y est arrivée, la génération qui a eu des parents qui vivaient, forcément, mais ces parents-là, en fait, ils ont gardé cette éducation stricte. Ils ont gardé une éducation stricte et ils donnaient à leurs enfants des valeurs. C'est notre génération. La génération où on avait des valeurs sûres. Ce que nos parents, nos arrière-parents avaient laissé, légué, il fallait que ça suive. Mais la difficulté, c'est que nos parents, à l'époque, ils levaient quand même la main sur les enfants. Quand tu voyais la ceinture arriver, ben, tu fermais ta bouche, tu restais tranquille. Tu savais que dehors, tu faisais des bêtises, mais il ne fallait pas que ça arrive jusqu'aux oreilles des parents. Il y avait ce respect qui était inculqué. Exactement. Mais il y avait la peur aussi des parents. On n'était pas aussi proches des parents. Donc nous qui avons vécu ça, nous avons voulu faire de la génération Z des enfants rois. Ça veut dire que ce que moi j'ai vécu, mes enfants ne le vivront pas. La terreur que mes parents m'ont fait vivre, ils ne les vivront pas. Alors qu'en fait, ce n'était pas de la terreur, c'était une marque, une forme d'éducation. Moi, je suis africaine. Je viens d'Afrique. Là où je viens, on éduque l'enfant. On dit qui aime bien châtie bien. Ça veut dire que je t'aime, alors s'il faut que je donne la fessée, je vais te donner la fessée. Parce que je n'ai pas le temps de trop parler avec toi. J'ai trop de choses à faire. J'ai trop d'enfants autour de moi. Alors tu vas prendre la fessée, tu vas t'asseoir. Si jamais tu recommences, ben, tu reprendras encore la fessée. Et c'est là que les enfants apprenaient que, ah, je fais attention. Parce que papa ou maman va se lever. C'est ça en fait. Mais cette génération ici, on leur laisse tout, on leur donne tout. Tout est en plus à l'heure du numérique. Ils sont nés avec la technologie. Tout nous est dû, tout, parce que tout leur est dû. Hein. C'est ça le problème. Tu travailles, maman, c'est pour moi. Oui. Oui, tu te casses le dos, ben, c'est pour moi. C'est vrai. Mais est-ce qu'on met la faute juste sur les enfants? Parce que pour ma part, je pense que les enfants ont leur partie de tort. Mais je pense que la plus grosse partie revient aux parents. En fait, moi je dis que chaque génération elle est unique, chaque génération elle a le pour et le contre. Donc on ne peut pas comparer les trois générations, elles sont incomparables vu que le monde il a développé les réseaux sociaux, le téléphone, les jeux. Donc tout ça, ça a influencé les enfants. Donc on ne peut pas être trop dur et aussi on ne peut pas être trop gentil. En fait, il faut faire l'équilibre qui va vraiment vous rassurer qu'il sera bien en fait quand il va sortir, quand il sera ailleurs, quand il sera loin de toi. C'est pour ça que je parle toujours, il faut bien parler de la confiance, il faut toujours donner confiance à l'enfant, il faut toujours lui apprendre à ne pas s'influencer de ses copains, de ce qu'ils font, de ce qu'ils portent, de ce qu'ils pensent. Il faut avoir sa propre personnalité, ses propres principes, sa propre façon de vivre et de même parler. Donc c'est vraiment pour moi c'est les points forts à prendre pour un enfant. Face à moi, j'ai deux femmes qui ont éduqué des enfants. Toi, tu as éduqué un fils et toi, deux fils et une fille. Je vous félicite. Nous sommes aujourd'hui en 2024. 2024, c'est très dur d'éduquer un enfant. Je suis d'accord parce qu'il y a des réseaux sociaux. Mais pourquoi je dis qu'il y a aussi une grosse partie d'erreur que moi je remets chez les parents? Je vais donner un exemple. Il y a un homme qui est très riche. Il joue au football. Il s'appelle Cristiano Ronaldo. Il a tous les moyens d'acheter par exemple tous les téléphones à son fils. Il n'a pas acheté de téléphone à son fils. Il a bloqué son fils dans les réseaux. Il a interdit son fils d'être dans les réseaux, d'acheter un téléphone. Parce que justement, il veut la meilleure éducation. Mais il y a des parents, en 2024, eux-mêmes c'est des rêveurs, des rêveuses. Ça veut dire qu'eux-mêmes rêvent d'être millionnaires, eux-mêmes rêvent d'être des stars. Donc quelque part, laissent leurs enfants déborder. Et après, on trouve ces enfants-là perdus et les parents qui sont en train de se plaindre. C'est pour ça que je vous dis, mesdames, l'éducation que vous avez donnée à vos enfants, je vous donne le chapeau.
Mais l'éducation que mes parents m'ont donnée, l'éducation de peur qu'elle a soulignée vers ça tout à l'heure, je pense que c'est l'éducation qu'il faut de nos enfants. Oui, c'est la meilleure. C'est la meilleure éducation. C'est la meilleure. C'est-à-dire même quand tu n'es pas là, C'est la meilleure, même s'il y avait beaucoup de sujets tabous, beaucoup de noms Mais c'est sans bien. explication. c'est bien d'avoir un sujet tabou. Aujourd'hui, rien n'est tabou. Non, Regarde, on n'a même pas parlé de la sexualité, même à l'école. rien ne Aujourd'hui, tout est devenu banal. tout est, Alors que tout c'est- est toléré, tout est normal. Mais à cette époque, j'avais peur. Tu savais que de toute façon, si tu embrassais un garçon, bah, c'est comme si tu tombais enceinte. Exactement. Donc tu te retenais. On n'a pas embrasser. Et à la fin, on avait des femmes qui étaient sales. Embrasser, moi j'ai même pas le droit de rentrer à deux du collège avec un copain, moi, même pas embrasser ça, je serais morte là. Là, je vais à l'extrême. parce Là que- je serais tuée. Justement. C'était, non, mais papa, maman, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est la meilleure éducation. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois des familles qui sont déchirées. Parce qu'on croit qu'on aime. Parce que pour moi, quand on aime, on protège. Et protéger, c'est pas exposer et laisser tout faire. C'est tout à fait le contraire, c'est pas question qu'on aime, on le protège, c'est pas bien ça. Non. Parce que moi, je vois des Bonsoir, familles. Juju. Je vois des familles qui se déchirent. Je vois des mamans, j'en ai reçu ici, des mamans qui sont venues parce qu'ils se disent aimer leurs enfants. Ils les donnent PlayStation, et tous les marques du monde, tout ce qu'ils veulent. Ils croient aimer ses enfants. Mais moi, je les fais comprendre toujours que c'est une grosse erreur. Vous êtes en train de fabriquer des bombes de demain. Et ces bombes-là, aujourd'hui, quand ils grandissent, ils deviennent ce qu'on appelle des rebelles. Alors, dans ce que tu dis, c'est vrai parce que, en fait, on n'apprend pas à nos enfants. Enfin, moi, je parle de cette génération aujourd'hui. On leur apprend pas la valeur de l'argent, la valeur du travail, la dureté du travail. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nos réseaux aussi nous démontrent qu'on peut devenir riche par le digital, par tous les moyens que possible. On peut avoir le succès en devenant influenceur. Non, c'est vrai, c'est qu'on fabrique ici. En fait, les réseaux fabriquent. C'est de l'argent Fabrique. Et les enfants, quand ils sont assis, ils attendent à la maison, ben, maman, tu dois ramener de l'argent, papa, tu dois ramener, tu me dois, j'ai besoin d'une paire de basket, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? On ne peut pas changer le boom des générations. Donc ça veut dire qu'en fait, cette génération qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle sera dans 10, 20, 30, 50 ans? On sera certainement peut-être pas là pour le voir, mais on se pose la question de qu'est-ce que ça va devenir. Il faut lui apprendre les principes et avoir des objectifs. Donc, Et pour ceux qui n'ont pas eu de principe. Et pour ceux qui ont perdu les principes. Parce que Parce qu'on nos les perd, parents les ont principes. perdu de principe et n'ont pas donné de principe à leurs enfants. Compliqué, hein? Ouais. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut juste, le conseil qu'on peut apporter aux parents, c'est de ne pas tout donner aux enfants. Parce que tout donner ne veut pas dire aimer. Moi j'ai un autre conseil après le vôtre. Tout donner ne veut pas dire aimer. Mais par contre, il faut que les enfants aient la crainte et non la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose, parce qu'on a peur que quelqu'un nous tombe dessus, il nous frappe. Mais la crainte, c'est le respect de ton papa et de ta maman. Quand tu as la crainte, tu sais que si tu fais mal, papa va pas être content, maman va pas être content. Tu vas salir le nom que tu portes. Tu vas salir le nom de la famille. Donc il faut avoir une crainte et un respect pour le nom que les enfants portent. Et ça, c'est nous les parents qui devons justement inculquer ça à nos enfants. Avec notre comportement aussi, bien entendu. En fait, le respect, c'est la tout. C'est la base. C'est la base. Exactement. Si on perd le respect aux familles, donc en temps ailleurs, il ne va pas respecter les gens. Donc c'est tout à fait normal. Si tu vois maman dire pardon à quelqu'un, tu diras pardon. Tu vois papa dire pardon à quelqu'un, tu diras pardon. En fait, S'il dit merci, c'est nous les parents qui devons être l'exemple de nos enfants. En fait, pour eux, et pour pas mal de gens, le fait de dire je m'excuse ou pardon, ils croyaient que c'est un point faible, alors que c'est un point fort. Le fait de se rendre compte que vraiment j'ai commis une erreur et je m'excuse et je vous demande pardon, ça c'est un point fort. Et c'est ce qu'il faut dire aux enfants en fait. Et moi, Ça, c'est une belle parole. c'est vrai. Une très belle parole. C'est un point fort, c'est pas facile de dire je m'excuse et je vous demande pardon, j'ai commis une erreur, je vais essayer de ne plus le refaire. Ça c'est un point C'est une fort. forme de grandeur aussi interne. Exactement, exactement. Parce que
La vie, elle est construite de façon d'apprendre, on apprend. C'est vrai que personnellement, j'ai 42 ans et chaque jour j'apprends. Donc je commets des erreurs et j'apprends de mes fautes, je dis pardon des fois, d'autres jours j'essaie d'apprendre à mon fils comment en fait il essaye de savoir si cette chose-là elle est bien pour lui, elle n'est pas bien. Et surtout, ce qui marche avec le mien, c'est l'ignorance. Quand il commet une erreur, je l'ignore pendant 1 heure et ça marche trop bien. Parce qu'il ne cesse de venir et de me taquiner. Maman, j'ai besoin de ça. Je le regarde, non, pas moi. Là, je suis fâchée. Je ne parle pas. Ça me rappelle une anecdote, si je peux me permettre de raconter. Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Tu sais, lorsque mes enfants faisaient des bêtises, je les punissais, ou voilà, je parlais, je les faisais asseoir pendant des heures et je leur parlais beaucoup. Et il y a eu un moment où je leur ai dit, va dans ta chambre, va écrire. Va écrire. Va réfléchir, mais je veux que tu réfléchisses à l'écrit. J'ai eu cet exercice à faire avec mes 3 enfants un jour. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, quand ils sentaient que maman n'allait pas bien ou qu'ils avaient fait une bêtise, quand les choses étaient passées, ils prenaient le temps d'aller dans la chambre, d'écrire et de demander pardon. Par écrit. Et ils me donnaient ça, ils me disposaient. Et puis ils venaient, maman, je te demande pardon. Et tu sais que plusieurs années plus tard, j'ai une fille qui est plus grande que ses frères. Et apparemment, ses frères avaient fait une bêtise. Je n'étais pas au courant. Tu sais, quand ils sont très proches comme ça, ils se cassent des choses. Donc toi, t'es plus le centre d'intérêt, tu ne sais plus ce qui se passe. Et elle leur est tombée dessus. Elle les a punis à leur grand âge. Ils avaient 15, 16 et 17 ans. Elle a puni ses 2 frères. Voilà la punition. Bam, 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 c'est tombé. Et elle leur a dit maintenant, vous allez écrire tout ce que vous avez fait. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Pourquoi vous l'avez fait. Pourquoi vous auriez dû pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous reprends. Et demander pardon. Elle a gardé tout ça. 1 an après, elle m'a montré les écrits. J'ai été choquée et subjuguée. Et ils ont pris le temps justement de parler de ça. Voilà ce qui s'était passé en fait. Pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Et c'est bien parce que tu nous as repris. C'est bien parce qu'en fait on sait que tu es là et on a des... Parce que ma fille me dit toujours, il faut qu'on ait des valeurs dans la vie. Il faut qu'on ait des valeurs. Et c'est beau ce que tu disais justement. Ça prouve que en fait, aujourd'hui encore on est capable d'avoir des valeurs. D'imposer, de donner des valeurs à nos enfants. C'est ce qui fait grandir la famille. Merci encore, Saoussen, pour cette première fois. Qu'est-ce que vous avez pensé de Saoussen? Vous pouvez toujours mettre des commentaires, vous pouvez toujours partager des messages en privé. Nous recevons des messages en privé, nous y répondons bien entendu. Dorénavant, elle sera souvent avec nous. Comme je disais, la semaine prochaine, elle sera là pour présenter une émission spéciale Allo Dentiste. Voilà, on va parler un peu des enfants et de la sensibilisation, motivation à l'hygiène, comment se comporter vis-à-vis à la cavité buccale des enfants, des dents de lait. Un peu de ça. D'accord. Ok, s'il y a des questions, je suis là. Donc l'hygiène dentaire. Exactement. La semaine prochaine. Si vous avez des questions, si vous avez des soucis, les caries, des dents qui poussent de travers et tout sera là pour poser des questions. Donc soyez vraiment concentrés, connectés tous les mardis, cœur ouvert et connectés sur TikTok. Et dans la semaine qui suit, vous avez sur tous les réseaux la rediffusion en direct sur YouTube. Connectez-vous,